Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. On commence tout de suite avec le manga Cat Street de Yoko Kamiyo aux éditions Kana. J'ai emprunté l'intégrale de cette série, donc les tomes 1 à 8, à la médiathèque. On va suivre ici une jeune fille qui est une ex-enfant star, dont la vie a un petit peu basculé du jour au lendemain et qui est complètement paumée, et qui va rencontrer par hasard un homme qui va lui proposer de venir faire un petit tour dans son école, l'école qu'il a montée lui-même, et qui est en fait une école dans laquelle chacun peut faire ce qu'il veut. La jeune fille va rencontrer plusieurs élèves de cette école et se lier d'amitié avec eux. Il va également y avoir une histoire d'amour, donc c'est un manga qui est très doux mais qui aborde des thèmes un petit peu difficiles parfois. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Je pense pas l'acheter, je l'ai aimé mais voilà, peut-être pas au point de le relire. C'était quand même une lecture sympa et une belle expérience. J'ai ensuite lu La vie des mini-héros de Olivier Talek aux éditions Actes Sud. C'est un livre d'images tout mignon, très sympa, dans lequel on découvre des tout petits personnages qui sont des héros et qui ont des problèmes du quotidien que les super-héros peuvent avoir. J'ai trouvé ça très drôle. Les dessins d'Olivier Talek sont vraiment chouettes. J'ai lu 2 de ses livres il y a quelques temps déjà, mais qui étaient plutôt des bandes dessinées humoristiques pour les adultes et j'avais pas vraiment réussi à accrocher. Là, avec cette série des mini-héros, parce que c'est pas le premier livre qu'il fait avec ces personnages-là, c'est génial. Franchement, c'est génial pour les enfants, pour les adultes, c'est drôle aussi. C'est vraiment un bon livre d'images que je vous recommande. J'ai ensuite lu Quelques minutes après minuit de Patrick Ness et Siobhan Dowd. Je vous ai cité ces 2 auteurs parce qu'en fait, à l'origine, cette histoire, Quelques minutes après minuit, c'est d'abord une idée de Siobhan Dowd qui malheureusement est décédée avant d'avoir pu mettre cette idée en œuvre. Et Patrick Ness a récupéré cette idée et l'a créée, a réussi à en sortir une histoire. Quelques minutes après minuit, c'est l'histoire d'un garçon qui est persécutée à l'école, dont la maman est très malade, on ne sait pas exactement ce qu'elle a comme maladie, mais on comprend que c'est très compliqué. On suppose que c'est un cancer puisqu'il y a une histoire de chimiothérapie, d'un traitement assez lourd. Et ce garçon fait des cauchemars terribles dans lesquels il est visité par un if, donc l'if, l'arbre qui se trouve dans leur jardin, et qui lui propose de lui raconter 3 histoires, et en lui disant que ces 3 histoires reflètent la vérité. Et que quand il aura terminé de lui raconter ces 3 histoires, le garçon devra lui à son tour raconter une histoire à l'arbre et cette histoire sera la vérité, donc sa vérité du petit garçon. J'ai apprécié cette histoire mais je l'ai trouvée trop prévisible en fait. Dès le départ j'ai su comment ça allait tourner, comment ça allait se terminer, du coup j'étais un petit peu déçue. Malgré tout c'était une belle lecture, pas trop larmoyante, elle aborde un sujet très particulier et assez délicat à aborder avec les enfants. Je trouve que c'est un bon moyen de le faire. J'ai bien apprécié ma lecture. J'ai ensuite lu L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono aux éditions Folio, collection Cadet. Alors je vais pas vraiment vous faire un résumé de l'histoire puisque tout est dans le titre. Il s'agit d'un homme qui plante des arbres. On est sur le portrait de cet homme qui, me semble-t-il, a réellement existé. En tout cas, l'auteur en parle de telle façon et à la fin il y a même une petite note explicative qui fait penser que vraiment c'est un personnage qui a réellement existé. On est à la veille, me semble-t-il, d'une guerre, alors je ne sais plus si c'est la première ou la seconde guerre mondiale, et on a cet homme qui obstinément tous les jours va cueillir des glands et va les replanter pour créer des arbres. Alors il cueille des glands mais il cueille aussi toutes sortes d'autres graines, et au fil du temps les arbres vont commencer à pousser et on va voir cette forêt qui va émerger, et cette histoire était vraiment magnifique. C'était très court, c'est un livre vraiment pour les enfants. Aussi pour les adultes évidemment, mais adapté pour les enfants, et c'était tout simplement beau, poétique, cette histoire, c'est vraiment un hymne à la nature et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai ensuite lu le tome 2 de La femme parfaite est une connasse en BD, donc c'est l'adaptation du petit livre de Anne-Sophie Girard et de Marie-Aldine Girard, illustré par Margot Motin aux éditions Fluide Glacial. Je connaissais déjà les textes et les thèmes qui allaient être abordés dans cette BD puisque j'ai acheté les deux livres en format poche quand ils étaient sortis, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors j'étais un peu plus jeune que les auteurs à l'époque, ce qui est toujours le cas évidemment, puisqu'elles grandissent et moi aussi, donc voilà, je vais jamais les rattraper. Mais il y a certains aspects du coup dans lesquels je me suis pas retrouvée, notamment tout ce qui tournait autour des enfants. Mais j'ai quand même vraiment beaucoup ri parce qu'il y a des références que j'avais, des références culturelles à des séries télé, à des films, à de la musique, etc. Et c'est vraiment drôle quoi, tout simplement. Alors c'est parfois très cliché, mais justement c'est ça qui est bon et elles nous permettent vraiment de nous rendre compte que
personne n'est parfait, à part la femme parfaite évidemment, mais que cette femme parfaite c'est vraiment une connasse, qu'on s'en fout, qu'il y a vraiment que elle dans son délire et que voilà, et qu'on n'a pas envie d'être parfait parce que la perfection c'est triste, c'est ennuyeux. C'est toujours un excellent moment à passer avec ces auteurs. J'ai ensuite lu Yosei dans le secret des fées de Shitake et Alice Brière-Ake aux éditions Nobinobi. Cet album, qui est vraiment sublimissime, est divisé en chapitres qui vont à chaque fois reprendre un élément, et dans chaque chapitre on va nous présenter une fée avec un portrait et un petit poème. Donc sur une double page, vous avez à chaque fois l'élément dont on va parler, là en l'occurrence la terre, et ensuite vous avez le portrait d'une fée, qui est vraiment toujours magnifique, et à côté le petit poème qui explique qui est cette fée. Voilà, donc ça rime, pas toujours, mais c'est vraiment sublime, les illustrations sont incroyables, j'aime vraiment le boulot de cette illustratrice. C'est juste magnifique. Donc j'ai emprunté ce livre à la médiathèque et je l'ai tellement aimé que vous avez pu le voir dans mon book haul du mois d'août. J'ai dû me l'acheter parce qu'il était génial. J'ai ensuite lu Soldat Peaceful de Michael Morpurgo aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est pas un titre vers lequel je serais allée de moi-même parce qu'il aborde la guerre et en l'occurrence la Seconde Guerre mondiale. Et moi j'aime pas les histoires de guerre. Je trouve ça trop triste. Je trouve qu'il y a assez de misère dans le monde pour se plonger dans ce genre de lecture en plus déprimante et parfois vraiment horrible. Mais il faisait partie d'un challenge Livre Addict et il était assez court, du coup je me suis dit bon allez je l'essaye quand même, et puis s'il fait partie d'un challenge c'est qu'il est très bien noté, donc on essaye, pourquoi pas. Et ça a été une belle surprise, franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture, enfin beaucoup. J'ai aimé ma lecture, voilà. Bon. Le sujet m'intéressait pas, enfin je vous l'ai dit, c'est pas un sujet qui m'attire et je trouve ça vraiment trop triste, donc voilà, j'ai pas non plus été super emballée. Mais la façon dont c'est raconté, c'est vraiment très intéressant. En fait, on va suivre deux garçons, donc qui sont frères, et on va les suivre de leur enfance à leur adolescence, jusqu'au moment où l'aîné va s'engager pour partir à la guerre, et où son petit frère, qui n'a pas encore tout à fait l'âge, qui a 1 an près, je crois, n'a pas encore l'âge de s'engager, va décider de mentir sur son âge pour s'engager, pour partir avec son frère. En fait, on va suivre un petit peu leur histoire donc de leur plus jeune enfance jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous les deux sur le front. Et la première partie donc est assez agréable parce que c'est un peu l'insouciance. Alors ils sont relativement pauvres, donc ils vivent malgré tout pas facilement, mais l'amitié, l'amour de cette famille, c'est vraiment quelque chose de très beau. Même si on sent que, voilà, on sait que c'est un livre qui va nous parler de la guerre, donc on sent que ils ont l'épée Damoclès en fait au-dessus de leur tête et on se demande quand est-ce que ça va tomber. Et au moment où les catastrophes commencent à s'enchaîner et surtout vers la fin, qui est vraiment extraordinaire, mais voilà, je vais pas vous en dire plus, j'ai pas envie non plus de vous spoiler. J'ai été profondément émue par ce livre. Voilà, je vous dis, c'est pas un coup de cœur, c'était bien, voilà, c'était bien, tout simplement. Mais parce que le thème n'est pas un thème qui me tient vraiment à cœur, et voilà, j'ai réussi à aller au bout de l'histoire, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas entraîné vraiment, c'était pas extraordinaire. J'ai ensuite lu Le tendre baiser du tyrannosaure de Agnès Abécassis aux éditions Librairie Générale Française, collection livres de poche. Je vous ai déjà parlé de ce livre dans mon book haul du mois où je l'avais acheté, je me souviens plus si c'était juin, peut-être juillet, je crois que c'était juin, enfin, bref, peu importe. Du coup je vais pas trop m'attarder sur le résumé, mais ça a été un coup de cœur ce roman, franchement j'ai adoré. On va suivre plusieurs personnages auxquels il va arriver des petites bricoles en fait. Il y en a un qui va devoir quitter la femme avec qui il se trouve parce que elle le retient un peu prisonnier, mais pas vraiment genre dans une cage ou quoi, c'est juste qu'il peut pas vivre vraiment sa vie parce qu'il est un peu contenu à cause de cette femme. On va suivre une jeune femme qui quitte son boulot parce qu'elle a enfin trouvé le moyen financier pour s'émanciper, et finalement elle va se retrouver un petit peu embêtée parce qu'elle va perdre ce revenu qu'elle pensait avoir gagné, et du coup c'est un peu la panique. Et on va suivre encore 2 autres personnages pareil avec des aventures, et en fait ils sont tous, les 4 sont imbriqués les uns, en fait ils ont tous des liens les uns avec les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment top. C'est une lecture détente. J'ai rigolé plusieurs fois.
Franchement, c'était génial et j'hésiterai pas du tout à retourner vers cet auteur parce que j'ai passé un super moment. J'ai ensuite lu Novecento Pianiste de Alessandro Barrico aux éditions Folio. Il s'agit d'une pièce de théâtre. En fait, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est plutôt un monologue, mais qui a été rédigé pour le théâtre. Je vous parlais de coup de cœur juste avant quand je vous parlais du tendre baiser du tyrannosaure, donc c'était effectivement un coup de cœur. Mais alors ce livre-là, c'est même carrément plus qu'un coup de cœur. C'est genre le plus beau livre que j'ai lu cette année, pour l'instant. On est au mois de septembre, donc à mon avis, voilà, je vais pas en lire d'aussi beau. J'ai eu beaucoup de coups de cœur, je vous en ai déjà parlé dans mes updates précédents. J'ai eu pas mal de coups de cœur cette année, mais ce livre, c'est vraiment le plus beau. Il était génial. Voilà, alors avant de vous en dire plus, franchement, je vous invite à le lire. C'est juste génialissime. En fait, on va suivre un homme qui va s'engager sur un paquebot en tant que musicien. Il est trompettiste, me semble-t-il. Et il va rencontrer une personne, donc un pianiste, qui s'appelle Novecento. Alors, je vais pas vous faire l'histoire du prénom. Voilà, c'est un peu... Ça arrive très très vite, on comprend tout de suite pourquoi il s'appelle Novecento, mais c'est pas le plus important, en fait, son nom. Le plus important, c'est l'histoire de ce personnage qui va nous être raconté à travers les yeux du trompettiste. C'est très très court, c'est un bouquin vraiment rikiki minuscule. L'auteur explique qu'il a écrit cette histoire pour qu'elle soit lue et racontée à voix haute. Et c'est entièrement ça en fait. À chaque fois que je me plongeais dans ce livre, et franchement je l'ai lu presque d'une traite, donc voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un mec à côté de moi qui me racontait cette histoire et que je l'entendais vraiment. Plutôt que de la lire, j'avais l'impression de l'entendre, et à plusieurs moments je me suis arrêtée pour lire à voix haute certains passages à mon copain parce que je trouvais ça tellement beau que voilà, j'avais besoin de partager cette histoire. Et c'était oufissime. Enfin, je veux absolument me l'acheter, il est dans ma wishlist, il faut absolument que je le trouve pour pouvoir le relire à volonté. Cette histoire est belle et voilà, et c'est un peu confus mon avis, mais voilà, je suis tellement émue en fait par cette lecture. J'avais les larmes aux yeux quand je l'ai refermé, j'avais pas envie que ça s'arrête, et pourtant c'était nécessaire que ça s'arrête à cet endroit parce que je pense qu'en savoir plus, ça aurait gâché le petit goût de mystère qu'il y avait autour du personnage, et voilà, c'était juste extraordinaire, franchement, foncez. Procurez-vous ce livre, en plus en format poche, il est vraiment pas cher, donc si vous avez la chance de le trouver d'occasion, ou même dans une bibliothèque près de chez vous, n'hésitez pas, lisez-le. Et si jamais vous l'aimez pas, vous aurez le droit de venir me taper sur les doigts, mais j'en doute franchement. J'étais partie dans ma période théâtre, donc j'ai essayé de remplir au maximum le challenge, le baby challenge théâtre de Livre Addict. Du coup, j'ai enchaîné avec Petits crimes conjugaux de Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. Et autant Novecento était un coup de cœur, autant celui-ci, je suis passée mais complètement à côté. Alors est-ce que c'était justement parce que je venais de vivre un truc extraordinaire avec ma lecture précédente, ou parce que juste j'ai pas compris ou pas aimé ce livre tout simplement pour lui, je sais pas, mais j'ai franchement pas adhéré. Alors j'ai terminé, hein, je l'ai lu jusqu'au bout, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir une révélation qui va faire que, et en fait j'ai trouvé ça mais pas bancal, mais j'ai juste pas été emballée. Voilà, on va suivre un couple qui va rentrer chez lui après que le mari ait passé quelques temps à l'hôpital. Parce qu'il y a eu un accident en fait chez eux, il s'est passé quelque chose, il est tombé dans les escaliers, semble-t-il, et il a complètement perdu la mémoire. Et donc ils vont rentrer chez eux et la femme va essayer de le faire se remémorer un peu ce qui s'est passé, et puis leur vie à deux surtout. Et tout tourne autour de ça, on est toujours dans la même pièce avec ces deux personnages qui échangent, oui mais tu te souviens pas de ça, et machin, oui mais est-ce que... Et je sais pas, j'ai pas adhéré, j'ai trouvé ça trop... Déjà c'était un peu glauque parce que l'histoire, voilà, mais je sais pas, les deux personnages, je les ai pas trouvés sympathiques, j'ai pas aimé plus l'un que l'autre, je les ai même pas aimés ni l'un ni l'autre quasiment pour tout dire. Il y a une autre pièce de théâtre de cet auteur dans le Baby Challenge, du coup je vais essayer de le lire et puis voir ce que ça donne. Après il est aussi possible que ce soit juste l'auteur auquel j'arrive pas à adhérer, même si là le style, franchement j'y ai même pas fait attention, c'est vraiment l'histoire qui m'a pas plu tout simplement. Toujours dans ma période théâtre, j'ai lu La fille du puisatier de Marcel Pagnol aux éditions de Fallois. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était pas un coup de cœur mais je l'ai beaucoup aimé. La fille du puisatier, Marcel Pagnol, c'est classique, ils ont fait plusieurs adaptations cinématographiques. Du coup maintenant j'ai très envie de voir le film parce que je vous dis, même si c'était pas un coup de cœur, c'était franchement une belle histoire dans laquelle on va suivre donc la fille du puisatier qui va tomber amoureuse
d'un jeune homme et qui, malgré les convenances de l'époque, va coucher avec lui et va tomber enceinte. Et malheureusement, lui va partir à la guerre. Alors je vais pas vous en dire plus pour pas trop vous spoiler. Ça c'est vraiment le pitch, voilà. Mais il y avait une ambiance dans ce bouquin que j'ai vraiment apprécié. Je m'attendais à ce que le puisatier, donc le père du personnage principal, et encore je me demande vraiment si c'est elle le personnage principal, je me demande justement si c'est pas plutôt son père. J'ai adoré ce personnage. Je m'attendais à ce qu'il soit dur et méchant et pas du tout compréhensif. Et en fait, il a l'air comme ça, il a l'air un peu bougon, grognon, pas vilain mais un peu sévère et en fait il l'est mais parce qu'il faut l'être, parce qu'à l'époque c'était comme ça que les gens étaient censés se comporter. Mais il adore ses filles, il vit seul, sa femme est décédée, il élève je crois qu'elles sont 4 ou 5 filles tout seul. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Je crois que c'était mon personnage préféré de l'histoire. Donc c'est également une pièce de théâtre. Hein. Voilà, théâtre, toujours pièce de théâtre. Et j'ai adoré. Et puis le style de Marcel Pagnol est vraiment frais. Et on a l'impression, quand j'ai les personnages, quand je lis ces pièces de théâtre et ces romans de Marcel Pagnol, j'ai l'accent chantant du sud dans la tête. Pour moi, les personnages, ils parlent avec cet accent du sud. Et ça donne un air de vacances avant les vacances. Et c'est vraiment top. Du même auteur, dans la même édition, j'ai lu Marius, qui est le premier tome de la trilogie marseillaise. Donc je crois que le tome 2, c'est Fanny, et le tome 3, César, ou l'inverse. Mais je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc on va suivre ici Marius en personnage principal, qui est un jeune homme tient un bar avec son père qui est donc César, et il va y avoir une histoire d'amour, plusieurs personnages qu'on va voir défiler, et c'est un peu dans la même ambiance que La fille du puisatier mais légèrement différente parce que là il est plus question de relations entre personnages qui sont pas forcément de la même famille, alors que dans La fille du puisatier c'est plutôt une histoire familiale. C'était très agréable comme lecture, j'ai beaucoup aimé, moins que La fille du puisatier mais j'ai quand même bien apprécié. Et puis comme je vous ai dit pour le roman précédent, enfin la pièce de théâtre précédente que je vous ai présentée, c'est un air de vacances avant les vacances et c'est franchement frais et super agréable. Et pour terminer ma sélection théâtre du mois d'août, je vous présente Littoral, le tome 1 de la série Le sang des promesses de Wajdi Mouawad aux éditions Babel. Le livre que j'ai dans les mains, donc je l'ai emprunté en médiathèque et il est comme neuf en fait. J'ai été assez étonnée parce qu'il date quand même de 2009. Donc il a presque 10 ans. Et en fait je comprends pourquoi il est neuf, parce que j'ai abandonné ce livre. Il fait 140 pages, on va dire. La pièce fait 140 pages. J'ai dû lire entre 30 et 40 pages de ce livre avant de me dire mais what? Non, c'est pas possible, je peux pas lire ça. Alors, je retire rien à la qualité de l'écriture de l'auteur et de l'histoire parce que je suis pas allée assez loin pour vous dire si vraiment c'est terrible ou si c'est juste moi qui avais rien capté. Mais je pouvais pas, en fait j'avais fait de tellement de belles lectures juste avant que j'avais pas envie de lire ça, c'était monstrueux, c'était... Le style est... What the fuck, je sais pas. Je sais pas ce que l'auteur avait fumé le jour où il a écrit ça, mais c'est franchement bizarre. Alors je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle en fait. Ah oui, si c'est ça. C'est donc un mec qui apprend que son père est décédé et il décide de lui offrir des funérailles dans son pays natal. Qui doit être... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme pays. Bref, il décide de faire traverser la mer au corps de son père pour pouvoir lui offrir des funérailles décentes. Et en fait, à partir du moment où on rentre dans l'histoire, on a l'impression que le personnage principal, il est, mais genre drogué, genre en pleine hallucination. Il y a des personnages, tu sais pas d'où ils viennent, il y a un chevalier qui débarque, qui lui parle de trucs. À un moment, il se retrouve dans une boîte, un genre de boîte de striptease avec une nana qui... dans les cabines isolées pour une personne avec une vitre qui les sépare de la nana qui leur fait un striptease. Il y a un autre gars qui débarque, on sait pas d'où, il commence à se caresser, là, c'était glauque, c'était bizarre. Et puis le vocabulaire est tellement pervers et dégueulasse. Voilà, c'était immonde, j'avais pas envie de lire ça. Voilà, donc 40 pages et caput terminé. Désolée, alors peut-être qu'un jour je le retenterai, mais franchement ça m'étonnerait. Si quelqu'un
parmi vous qui regardez cette vidéo connaît ce livre et l'a lu en entier et peut m'expliquer un peu le délire de l'auteur, parce que franchement là, je crois que je suis passée complètement à côté. Soit moi j'étais à l'ouest, soit l'auteur était à l'ouest pour moi. Pour l'instant c'est plutôt ça, l'auteur était à l'ouest pour moi. Mais je suis curieuse de savoir ce que les gens ont pensé. En fait, je comprends pas pourquoi ce livre fait partie du top 20 des livres les mieux notés sur Livre Addict. Alors, je vais peut-être retourner voir du coup pour essayer de relire les critiques. Je suis peut-être pas allée assez loin dans ma lecture, mais j'avais tellement d'autres choses à lire qui me faisaient envie dans ma bibliothèque que j'avais pas envie de me prendre la tête avec un livre dans lequel j'arrivais pas à rentrer et qui franchement me dégoûtait. Vraiment, il m'écœurait ce bouquin. J'ai ensuite lu Red Rising, le tome 1 de Pierce Brown aux éditions France Loisirs. Moi je l'ai aux éditions France Loisirs. Alors j'appréhendais un peu ma lecture parce que c'était, comme je vous l'ai dit, la première dystopie vraiment que je lisais et j'avais peur de pas du tout aimer. Et finalement j'ai adoré ce livre. Alors c'était pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même quelques éléments qui m'ont dérangé, mais j'ai adoré. Il est divisé en 4 parties. La première partie est très très dure, c'est émouvant, c'est cruel, on est en plein vraiment dans cette société qui considère les rouges, donc les êtres inférieurs, comme des esclaves et qui méritent rien. Et c'était vraiment difficile de passer cette première partie, mais je me suis dit, allez, courage, avance, parce que pour l'instant, on n'est pas encore au cœur du problème, donc il faut absolument que je continue pour savoir ce qui va se passer. J'ai réussi. Ensuite, dans la deuxième partie, on va découvrir un petit peu l'univers qui entoure toutes ces communautés, qui est qui, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la communauté des rouges. Donc, parce que pour rappel, on est dans une société qui est divisée en classes et chaque classe est représentée par une couleur. Les or sont tout en haut, les rouges sont tout en bas, et entre les or et les rouges, il y a un nombre, je ne sais plus combien, de classes différentes qui ont chacune une fonction particulière. Et donc dans cette deuxième partie, on va en apprendre un peu plus sur l'univers qui entoure toutes ces classes. J'ai bien apprécié parce que ça m'a un petit peu rappelé, j'avais l'impression un petit peu d'être dans les Gardiens de la Galaxie, alors rien à voir au niveau visuel, enfin si justement c'est le visuel un petit peu qui m'a fait penser à ça, notamment quand ils se rendent chez un mec qui transforme un peu les humains en créatures un petit peu étranges. J'avais l'impression que certaines créatures auraient très bien pu sortir de l'univers Marvel. Il y avait un petit trait d'humour aussi, je crois que c'est surtout ça en fait, c'est le trait d'humour qui transparaissait dans cette deuxième partie, vraiment très peu parce que c'est quand même un sujet, un livre qui est assez grave on va dire, mais il y avait un petit trait d'humour qui m'a fait énormément penser aux Gardiens de la Galaxie, énormément au personnage de Drax. Alors voilà, il y a un personnage dans ce bouquin qui m'a trop fait penser à lui. Et du coup, j'ai vraiment apprécié cette deuxième partie. Dans la troisième partie, on commence à rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec Darrow, je me souviens plus du prénom du héros, mon dieu. Darrow qui va enfin se retrouver confronté au Or et qui va être vraiment lancé dans cette quête de vengeance. Et c'était hardcore, et la fin de cette troisième partie, non c'est à la fin de la deuxième partie. En fait à la fin de la deuxième partie ça se termine mais vraiment monstrueusement, et on enchaîne donc avec Darrow qui va se retrouver enfin confronté vraiment au Or. Il rentre vraiment dans le vif du sujet. Cette deuxième partie c'était un peu la préparation de Koh-Lanta, si vous voulez. Voilà, ça m'a un peu fait penser à ça, donc c'était pas extraordinaire. Mais alors la quatrième partie, oh mon dieu, c'était la stratégie. Et là, c'était plus Game of Thrones en fait que Koh-Lanta. Voilà, c'était cruel. Il y a un nombre de morts incalculable dans ce roman. Enfin, comme dans Game of Thrones, c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser à ça, parce que ne vous attachez à aucun personnage. Parce que vous n'êtes pas à l'abri que l'un des personnages que vous aurez considéré comme votre chouchou va mourir, et vous savez pas qui va mourir, à quel moment, dans quelles circonstances. Et en général, les circonstances sont plutôt affreuses. Donc voilà, mais j'ai adoré ce livre, et franchement j'ai hâte de lire les 2 tomes suivants de la trilogie. J'ai d'autant plus aimé que je m'attendais pas à aimer autant, et franchement c'était une belle surprise, je vous le conseille de tout cœur. J'ai lu ensuite le premier tome du manga Minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. J'avais choisi ce manga parce que quand Alex de la chaîne Alex Bookin en Prada en avait parlé sur sa chaîne, je l'avais trouvé vraiment trop mignon. Voilà, elle en parlait vraiment bien et les illustrations étaient trop choupinou, et du coup il fallait absolument que je me le procure pour me le lire. Ça me rappelait un dessin animé que je regardais à l'époque qui s'appelait Crocus. J'essaierai de vous mettre quelques petites images si j'en trouve sur internet. Du coup, quand je l'ai commencé, je m'attendais à lire un truc vraiment très mignon, jeunesse et choupinou, quoi, tout simplement. Et j'ai été déçue parce que c'était effectivement mignon dans les images, mais j'ai trouvé que
il y avait un trop grand contraste entre la mignonneté justement des personnages et leur comportement qui était finalement assez adulte. En tout cas dans ce tome 1, ils ont un travail et ils boivent, ils jouent à des jeux d'argent et j'ai trouvé que ça collait pas du tout en fait avec la choupinance des personnages. Voilà, j'ai été un peu déçue, du coup j'ai pas continué ce manga. C'est dommage parce que je m'attendais à vraiment adorer, ça n'a pas été le cas. Alors c'était mignon, mais sans plus. Je vous présente maintenant La Fourmi Rouge de Émilie Chazran aux éditions Sarbacane, collection Exprime. J'ai reçu ce livre dans la box 1001 livres du mois d'août et je remercie vraiment 1001 livres de me l'avoir envoyé parce que c'était une belle surprise. Il faisait partie de ma wishlist, en plus je l'avais repéré dans ma wishlist du mois d'août que vous avez pu voir également. J'avais très envie de le lire et du coup quand je l'ai reçu j'ai quasiment foncé dessus. Si ce roman était prévisible par certains aspects, j'ai malgré tout été très surprise à certains moments. Notamment en ce qui concerne les membres de la famille de Vania. Émilie Chazran aborde ici des thèmes qui sont pas forcément évidents, l'adolescence, les relations amicales, les relations amoureuses, le handicap, la famille, la perte d'un proche, ce genre de choses. On va également parler du djihad, même si c'est pas thème principal, c'est légèrement abordé, mais la façon dont c'est abordé, j'ai trouvé ça excellent. Et surtout, ce que je ne savais pas quand j'ai commencé le livre, mais certains éléments m'ont mis la puce à l'oreille, l'auteure est alsacienne et elle habite vraisemblablement dans le coin puisqu'elle évoque des structures, des paysages et des magasins strasbourgeois. Du coup, c'était encore mieux parce que, en plus, Vania Strudel, elle s'appelle Strudel, alors forcément, il y avait un petit lien, voilà. Son père est allemand, me semble-t-il, a des origines allemandes. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que j'arrivais encore plus à m'identifier au personnage et je comprenais tout ce que l'auteur voulait transmettre en fait dans son histoire. Et c'était vraiment génial. Alors c'était pas un coup de cœur parce qu'il m'a manqué quelques petits éléments pour que c'en soit un. Mais j'ai vraiment trop aimé. Et Vania a un humour décapant, Émilie Chazran a un humour décapant qu'elle transmet à travers son personnage principal et c'était juste génial. Franchement, pour les ados à partir de 12 ans, 12, 13 ans, allez-y, foncez, parce que ce livre, c'est vraiment une pépite. Pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. Et je termine cette update lecture en vous présentant deux mangas. Il s'agit des tomes 11 et 12 du Maître des Livres de Umiharu Shinohara aux éditions Komiku. Voilà, donc je vous en ai parlé également dans mon book haul précédent du mois de juillet, me semble-t-il. C'est une série que j'adore, franchement. Le Maître des Livres, c'est une ode au métier de bibliothécaire. Il y a pas de meilleur terme, pas de meilleure expression pour expliquer ce que sont ces mangas. À chaque fois, c'est une pure merveille, ce sont des vrais bijoux. Je suis vraiment trop accro à cette série. J'ai tellement hâte de lire la suite et j'ai pas envie que ça s'arrête. Je sais pas du tout quand ça va s'arrêter, mais le plus tard possible. Les personnages sont attachants, les histoires qu'on découvre sont attachantes. Les classiques de la littérature jeunesse, et même la littérature jeunesse qui n'est pas forcément classique, on apprend plein de choses dans ces histoires, et même sur mon métier, j'apprends encore des choses, et c'est vraiment génial. Vous devez les acheter. Vous devez vous les procurer, vous devez les lire, c'est juste extraordinaire. Il n'y a pas forcément besoin d'être bibliothécaire pour aimer ces mangas, il suffit d'aimer lire, d'aimer les livres, et si vous regardez cette chaîne, c'est que vous avez forcément un penchant pour la littérature, sinon vous ne seriez pas là. Alors franchement, foncez, empruntez-les dans n'importe quelle bibliothèque, allez à la FNAC, vous passez une demi-heure, vous en prenez un, n'importe lequel, au pif, parce que même s'il y a parfois quelques petites trames, vous n'avez pas forcément besoin de les lire dans l'ordre. Et c'est génial, franchement, je suis amoureuse de cette saga, lisez-les. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou bien si je vous ai donné envie d'en lire un, ou plusieurs. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!